2022 tirait la sonnette d'alarme sur la dérive de notre planète face aux effets de changement climatique. L'influence humaine sur le climat est sans équivoque, avec un réchauffement de 1,1 degré depuis la fin du 19e siècle. Les changements généralisés, rapides, s'intensifient, pluviométrie, température, intensification de la fréquence des événements extrêmes. Et dans tout cela, le transport, tout mode confondu, représente la première source d'émissions de GES, concentrant à lui seul 31% donc de ces GES. Donc plus que jamais, le transport et les pratiques de la mobilité doivent contribuer à la réduction des émissions de GES dans un contexte où les prix de l'énergie atteignent des niveaux records. Avant de vous donner le déroulé de cette journée, je vais vous proposer d'abord d'écouter les mots d'accueil, en commençant par Antoine Séguret, président de l'ORT PACA. Merci Frédéric, merci à tous pour votre présence. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, oui, ça marche à peu près. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir ce jour, ici au World Trade Center à Marseille pour ce colloque de l'ORT en présentiel. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas pu le faire et même si on en parlait avec certains d'entre vous, l'épidémie est un peu en train de repartir. J'espère que ça ne sera que passager et que ça ne va pas nous gâcher l'été et la rentrée, puisqu'on a été mis à rude épreuve ces derniers temps, tous autant qu'on est dans nos différentes activités. Et puis vient se télescoper cette pandémie avec nos difficultés de coût de l'énergie. Ça nous a au moins permis d'apprendre ce qu'est le monde de la visioconférence. Et donc, à ce titre-là, je salue moi aussi celles et ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. Et je suis ravi que vous puissiez participer également à ce colloque à distance. Moi, je suis très heureux de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Je voudrais remercier l'ensemble des équipes qui ont permis la réalisation de cet événement et bien sûr principalement Johan qui est au fond de la salle, qui se cache un peu à la manière d'un régisseur et qui a été l'artisan très à la tâche pour l'organisation de cette journée. Merci beaucoup et bravo pour la richesse du programme et ce que tu proposes et ce qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui. Vous êtes plus de 70 structures présentes aujourd'hui, donc je suis vraiment ravi à la fois du nombre des présents, mais aussi de la diversité des profils et puis des organismes qui sont représentés ce matin, et puis toute la journée d'ailleurs. Vous l'avez dit, les bouleversements climatiques sont majeurs en ce moment et nécessitent de mettre un peu notre modèle, nos réflexions autour des sujets de transition énergétique au cœur de nos thématiques aujourd'hui. Nous avons une crise majeure, évidemment. Les rapports divers et variés et le récent rapport spécial du GIEC montre qu'on peut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, mais avec évidemment beaucoup d'actions à mettre en place pour y arriver. Alors le secteur de la mobilité, le secteur des transports, tout mode, puisque je rappelle qu'à l'ORT, nous observons l'ensemble des modes de transport, qu'ils soient routiers, ferrés, maritimes ou aériens, et l'ensemble des mobilités, qu'elles soient marchandises ou voyageurs. Donc ce secteur constitue plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc évidemment, nous avons un rôle à jouer et nous avons des actions à mettre en œuvre pour y arriver. Le contexte, évidemment, je l'ai un petit peu évoqué, se complexifie encore avec les sujets de coût de l'énergie, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble des énergies a explosé, hein, que ce soit le gasoil évidemment, le gaz, l'électricité, l'hydrogène est un peu plus confidentiel, mais malgré tout, cette hausse significative du coût de l'énergie met en tension évidemment tout un chacun dans sa mobilité du quotidien, mais aussi l'ensemble des acteurs qui se déplacent, parce qu'évidemment, sans énergie, peu de déplacements. Et donc, lorsqu'on avait commencé à réfléchir avec le conseil d'administration et le bureau de l'ORT aux thématiques de ce colloque, on ne pensait pas que ce serait aussi prégnant à la date à laquelle on se parle. Évidemment, les récents événements géopolitiques n'ont rien permis d'améliorer sur ce sujet. Et malheureusement, il semblerait que les choses ne sont pas prêtes de s'arrêter tout de suite. Donc,
En tout cas, on a tous effectivement un enjeu majeur sur ces sujets-là. Cette hausse du carburant entraîne aussi de la vulnérabilité sociale. Hein. Nous sommes très touchés. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis également directeur régional de Transdev, qui est une entreprise de transport en commun de voyageurs. Nous sommes extrêmement touchés par les pénuries de personnel, hein, qui font suite évidemment à des mouvements en termes de rapport à l'emploi post-Covid, mais aussi lié au fait que le coût de l'énergie étant ce qu'il est, il est de plus en plus cher de venir sur son lieu de travail. Et donc, on a énormément de personnel qui font défaut aujourd'hui. Et les enjeux de ces choix énergétiques et de ces coûts d'énergie vont dépasser le seul fait de l'économie des entreprises. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à réfléchir et à travailler tous ensemble à trouver des solutions qui soient globalement plus acceptables. Donc je le disais en introduction, cette journée, on l'a voulu assez ambitieuse, donc avec un premier temps ce matin qui sera plus en plénière, mais vous reviendrez sur le programme plus en détail. Vous aurez donc à midi une pause avec au-delà du déjeuner évidemment, des stands de partenaires, également le stand évidemment de l'Adréal et de l'ORT sur lequel vous pourrez retrouver l'ensemble des publications de l'ORT. Et donc, n'hésitez pas à vous servir, à les lire et puis à vous inscrire ou à prendre les coordonnées de l'Observatoire. J'insiste sur le fait qu'avec le conseil d'administration et le bureau, on a voulu avoir un maximum de parties prenantes dans l'Observatoire. L'objectif, c'est que cet Observatoire vive, que ce ne soit pas juste une chambre d'enregistrement ou d'analyse de données statistiques, même si ça fait partie de son rôle. Nous jalonnons les activités de l'ORT de colloques, comme aujourd'hui, de réunions dans lesquelles nous faisons intervenir des experts sur des thématiques que nous arrêtons, mais aussi de publications régulières que vous retrouverez, donc je le disais, sur le stand ce midi. Moi, mon objectif, c'est d'accueillir toutes celles et tous ceux qui veulent participer à l'ORT. On a volontairement d'ailleurs baissé les cotisations de manière drastique, puisque je crois que le premier niveau de cotisation doit être à 200 ou 250 euros. Donc voilà, je peux entendre que la situation économique soit compliquée, mais je pense qu'on est quand même à ce niveau-là de cotisation dans quelque chose qui peut être acceptable. Et puis pour être membre plein et entier, si je puis dire, on est plutôt sur une cotisation à 750 euros. En tout cas, sachez que l'ORT vous est ouvert. L'ORT est attentif à toutes les remarques et toutes les bonnes idées que vous pouvez avoir. Donc n'hésitez pas et je vous invite ce midi à regarder ce qu'on fait au niveau de l'Observatoire et également sur les stands des partenaires. Et puis cet après-midi, trois ateliers auxquels nous vous proposons de participer. Donc j'espère que ça vous permettra d'avoir de bons échanges et puis d'apprendre beaucoup de choses, puisque l'objectif de cette journée, c'est effectivement d'échanger, de partager, mais aussi de s'acculturer et d'apprendre. Voilà. Donc encore une fois, un grand merci pour votre présence. Ravi de vous accueillir ce matin. Et puis passez une belle journée et j'espère qu'elle sera riche d'échanges et d'apprentissage. Je vous remercie. Merci, Monsieur Séguret. Je vous propose d'entendre maintenant Victor Alonso, directeur général adjoint transport, mobilité et grands équipements à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, bonjour à tous. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Donc je suis Victor Alonso. Alors bon, je vais essayer de pas trop paraphraser ce qu'a déjà dit Antoine. Puis il y a Fabrice derrière qui va parler, donc on va essayer de ne pas dire la même chose, même si on ne s'est pas tout à fait coordonné. Effectivement, le sujet de la résilience des systèmes de transport, de mobilité est un sujet qui devient de plus en plus prégnant, qu'on touche de plus en plus du doigt. Il y a eu un certain nombre de crises qui nous ont rappelé finalement un petit peu la fragilité en quelque sorte du système de transport. Hein. Il y a des crises sur le coût de l'énergie. Alors il y a eu il y a quelques années une réaction au coût de l'énergie puisqu'il y a eu les gilets jaunes. Là il y a une nouvelle finalement une nouvelle flambée encore plus importante de coût de l'énergie. On verra quelle réaction ça amène, mais voilà, on sent que ça met en tension évidemment le système de transport. Et puis les phénomènes climatiques avec des éboulements, la route de la Rochaille, le pas de l'Ours, etc. dans les vallées alpines qui du coup là marquent
on va dire, très directement le système de transport. Donc on sent qu'il y a beaucoup de choses, à faire pour finalement rendre notre système de transport plus résilient face à ces crises. Alors la région, évidemment, fait déjà un certain nombre de choses. Le cœur de métier de la région, c'est le transport en commun régional, à la fois par le train, le car. Et donc, évidemment, le transport en commun, c'est par définition un mode de transport qui est économique par rapport à la voiture individuelle et qui, du coup, permet d'absorber une éventuelle hausse de prix des carburants pour les gens qui souhaiteraient se reporter sur le transport en commun. Et donc ça, c'est quand même le cœur de métier de la région. Évidemment, on met beaucoup d'efforts pour essayer d'améliorer les conditions d'utilisation des transports en commun, l'offre, etc., l'accessibilité des gares, etc., etc. Mais ça ne fait pas tout. Il y a aussi le covoiturage aussi qu'on essaye d'impulser. Là aussi, une façon de répondre à des sujets de coût de l'énergie. Mais encore, là, je pense qu'on peut aller plus loin. Et puis après, pour aller du côté finalement de l'adaptation aux crises, il y a évidemment ce que j'ai rappelé tout à l'heure, les effondrements de routes, notamment dans nos vallées alpines, où la région a toujours été présente pour finalement accompagner des situations difficiles. Il y a eu évidemment les événements de la Roya il y a maintenant quelques années, où là aussi la région était très présente avec un service d'hélicoptère, la voie ferrée qui a été une sorte de ligne de vie aussi avec le haut de la vallée. Donc voilà, on commence à toucher du doigt un certain nombre d'expériences où la région a été présente. Et puis de façon plus individuelle, entre guillemets, la région s'est engagée dans la conversion des flottes essence au bioéthanol, la conversion des taxis à l'électrique. Donc voilà, on voit que par plusieurs angles d'attaque, par petites touches, finalement on intervient sur un certain nombre de sujets. Maintenant, on a tous envie de se dire qu'il faut aller vers un modèle qui structurellement est plus résilient, probablement une mobilité plus sobre, moins contrainte, et puis probablement plus massifiée, voilà, avec plus de transports en commun, de covoiturage, etc. Bon, une fois qu'on a dit ça et qu'on est globalement d'accord sur les grands principes, il faut trouver concrètement des actions qui seront soit à la main de l'État, soit à la main de la région, soit à la main des collectivités infrarégionales. Et donc du coup là je compte beaucoup sur les tables rondes et les ateliers qui ont lieu aujourd'hui pour essayer de définir de façon très précise finalement quelles sont les actions que l'on peut de façon très concrète proposer à nos élus pour les mettre en place dans la région. Sur l'adaptation au changement climatique, j'ai dit par petites touches, on a déjà fait des choses, mais on va essayer de lancer une démarche plus systémique, notamment avec le CEREMA. Sur la partie atténuation, là encore, voilà, il y a plein d'idées un peu à droite à gauche, mais je pense qu'il faut maintenant qu'on arrive à impulser quelque chose de plus systémique. Donc voilà, la région en tout cas est très volontaire pour aller dans ce sens-là. Le président Renaud Muselier le répète régulièrement. Il y a cette volonté d'aller dans le sens du climat. On a un plan climat qui s'appelle une COP d'avance. Donc on essaye toujours d'être un petit peu à la pointe de ce qui peut se faire en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Donc au niveau des services, on est très très volontaire. Et puis voilà, je vois des gens de l'équipe qui sont là dans la salle pour essayer d'avancer très concrètement sur ces sujets-là. Et donc on est très preneur de vos idées pour qu'on puisse après aller présenter à nos élus des solutions concrètes à ces sujets de crise énergétique, crise du système des transports et de résilience face à ces crises. Voilà, merci à tous et bonne journée d'échange. Merci Monsieur Alonso. Monsieur Fabrice Levasseur, directeur adjoint de l'Adréal Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci beaucoup, bonjour à tous.
Alors après Antoine et Victor, je vais essayer de ne pas faire dans la redite. Quand on parle en dernier, c'est toujours plus difficile. Enfin, avant tout, je suis vraiment très heureux que vous ayez répondu aussi massivement à cette invitation de l'Observatoire régional des transports, avec une large représentation et une diversité dans cette assemblée et en distanciel, ce dont je me réjouis, parce que c'est vraiment ça l'ADN de l'ORT. Et puis, c'est évidemment un sport d'équipe, cette affaire, et c'est tous ensemble qu'on pourra relever le défi de la transition énergétique des transports. Je remercie l'équipe d'organisation, sans laquelle cet événement n'existerait pas, et par avance les intervenants qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de répondre présents dans le courant de la journée. J'étais hier à Paris en réunion des directeurs de DREAL, et nous avons eu le plaisir d'échanger avec Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. La ministre nous a présenté la feuille de route de l'État dans son champ d'intervention, un champ large et une feuille de route ambitieuse. Elle sortait même d'une réunion de balayage des dossiers avec la Première ministre. Les dynamiques de transformation qui sont en cours sont appelées à s'amplifier. Après la crise du Covid, celle de la guerre en Ukraine sera également un accélérateur de transition. La ministre est à la fois à l'écoute des propositions des acteurs, à commencer par celles des acteurs de terrain. Elle est disposée à faire avancer vite les sujets réglementaires, et puis, espérons-le, également les sujets législatifs. Vous comprenez que dans le contexte instable post-électoral de dimanche dernier, c'est un sujet lourd et qui est en cours de traitement politique. Mais vraiment, il y a cette volonté de mettre la barre encore plus haut et plus loin sur le législatif, en composant avec les équilibres politiques en présence à l'Assemblée. La transition écologique et la décarbonation des transports, évidemment, dans ce contexte, restent des politiques prioritaires de l'État qui sont réaffirmées sans ambiguïté aucune. La loi climat-résilience, qui a été votée l'an dernier, elle nous donne déjà un socle de travail structurant. Sans faire l'exégèse de la loi, donc elle renforce les incitations et les financements pour promouvoir les alternatives à la voiture individuelle, pour limiter les émissions du transport aérien, pour programmer la fin de la vente des voitures, les véhicules les plus émissifs, etc., et optimiser, réduire les émissions du transport routier de façon générale. On sait également que le plan de relance, de manière complémentaire, il a permis dans plusieurs secteurs de financer des actions nécessaires à l'atteinte des objectifs nationaux. Et grâce à notre mobilisation collective en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a d'ores et déjà un certain nombre d'actions fortes qui sont acquises ou sur une trajectoire de réalisation. J'en citerai 3 parce qu'il faut être synthétique. Sur la mobilité du quotidien, on a eu, à la faveur de l'appel à projet Grenelle pour développer les transports collectifs en site propre, 11 lauréats en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc les AOT, on va dire, de la région ont particulièrement bien tiré leur épingle du jeu, ce qui permet de faire effet levier pour l'accélération de la mise en place de nouveaux TCSP, tramway, BHNS, câbles urbains. On peut ajouter à cela, évidemment, le plan mobilité qui s'inscrit dans Marseille en grand. Deuxième exemple, c'est le développement du fret ferroviaire, où le plan de relance, pour reprendre la formule d'un de mes collègues, a permis à PACA de claquer la caisse nationale de la DGITM. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. On a réussi à mobiliser, grâce au plan de relance, 20 millions d'euros de crédit de l'État pour régénérer, moderniser et développer notre outil industriel en faveur du report modal, principalement dans la zone industrielle ou portuaire de Fos, avec la régénération de la gare de triage de Miramas, d'une part, et avec le développement des capacités de transport combinées sur Clé Sud, Grance, Miramas, d'autre part. Enfin, je le dis calmement, cette affaire est quand même assez historique. Troisième exemple, puisqu'il n'y a pas que les infras, il y a aussi l'organisation, le soft. Et dans le soft, on se réjouit de voir une à une émerger les zones à faible émission mobilité dans les agglomérations,
opérationnel sur Nice, à venir à la rentrée sur Marseille, et ensuite sur Toulon et Avignon. Enfin, j'arrive à la conclusion de mon propos. Dernièrement, plusieurs événements ont rendu encore plus complexe l'équation à résoudre pour relever le défi de la décarbonation. Avec le retour de l'inflation, des entreprises ont été fragilisées. Les tarifs du fret maritime, des carburants se sont envolés et les infrastructures, au regard des prix des matières premières, sont plus que jamais chères à financer. La transition énergétique des transports, et c'est un peu le thème de notre colloque, est mise à l'épreuve des crises, à l'épreuve des coûts et à l'épreuve de son acceptabilité sociale et économique. Pourtant, et les travaux du GIEC nous le rappellent à chaque occasion, il n'y a pas de plan B. Si on souhaite limiter le réchauffement climatique et faire en sorte que les grands équilibres écologiques, économiques et sociaux soient toujours viables en 2050, point d'autre solution que celle de décarboner toutes nos activités. Et toutes les activités doivent faire un effort. Cela implique à la fois de re-questionner notre organisation, nos modalités d'action, nos financements, et ça dès aujourd'hui. En conclusion, et je veux dire dans la belle tradition des travaux de l'ORT Provence-Alpes-Côte d'Azur, je souhaite que cette journée permette écoute, partage, échange. L'épreuve est relevée, mais je sais que vous êtes des compétiteurs de premier plan. À vous de jouer.